Salut à tous. Alors ici nous allons parler de cinéma, que ce soit de classique ou de film de genre, hein, forcément film de genre avec une tronche pareille on ne saurait sensiblement pas éviter de genre. Nous irons aussi du côté des comédies, des westerns, des séries B, voire séries Z, tout dépendra de l'humeur et de l'envie de découverte du moment. Alors le cinéma c'est quoi? Oh putain, t'es chiant avec tes questions, à peine arrivé tu nous poses déjà des questions qui nous emmerdent. Le cinéma c'est quoi? Et tout le monde le sait ce que c'est le cinéma, hein? Ouais mais comme je prépare un truc, je vais être obligé de le sortir, hein. Le cinéma c'est l'art du mensonge, il nous fait croire avec des personnages de fiction des histoires qui n'existent pas. Et peu importe si le mensonge est gros comme une montagne, l'important c'est d'avoir la dose nécessaire de crédibilité pour arriver à le faire passer au spectateur. Mais comme dans la vie, il y a des gens qui savent mentir et d'autres qui ne savent pas. Et des auteurs qui savent écrire et d'autres qui ne savent pas écrire. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du film Gran Torino, un film que tout le monde apprécie. Enfin, presque tout le monde, mais ça on y reviendra par la suite. Mais d'abord, faisons un petit topo sur Clint Eastwood. Clint Eastwood débuta sa carrière d'acteur avec de tout petits rôles. C'est ainsi qu'il apparaît dans La Revanche de la créature, Par la chair à l'épée ou Tarantula. Et là, vous vous dites que ces films n'existent pas. Ah si, ces films existent bel et bien. D'ailleurs, vous pouvez aller vérifier si le cœur vous en dit pour aller découvrir ces films. Tarantula est un film de créature avec une énorme tarentule qui déferle dans la ville. C'est un film apprécié des amateurs du genre. Mais c'est surtout avec la série Rawhide que sa carrière de comédien commence réellement. C'est d'ailleurs avec cette série qu'un certain Sergio Leone repère Eastwood pour son film Pour une poignée de dollars. Un rôle qui lança la carrière d'Eastwood acteur, et comme de devant pour passer derrière il n'y a qu'un pas. Par devant, par derrière. Attends là, je comprends pas là, t'es sûr que c'est clair là? Oui, non mais je parle de la caméra, hein. Non mais c'est pas ce que j'ai compris là, la phrase j'avais pas compris. Non mais, enfin bon bref, l'envie donc viendra à Clint Eastwood de passer de l'autre côté de l'objectif pour aborder la casquette de réalisateur. Un réalisateur auquel on doit un bon nombre d'excellents films, tels Konki Tonk-Man, L'Homme des Hautes Plaines, Lady Iwo Jima, Un Monde Parfait, la liste est longue. Mais parmi cette liste, il y a des films nettement moins bons, voire carrément moins bons, et Gran Torino fait partie de ces films. Ce n'est pas le sujet qu'il traite qui n'est pas bon, car il parle de racisme et de rédemption. Mais c'est la manière dont c'est traité et abordé qui rend le film pâteau. Tout commence dès les premières minutes d'ouverture du film, dans lesquelles l'ami Clint voit défiler à l'enterrement de sa femme ses amis qu'il remercie poliment de leur venue. Salut, 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 ça va? Oh bah écoute, tu sais pas ce qui m'arrive là? Je viens de perdre ma femme. Oh merde, dis donc, alors ça la tue là. Oh bah qu'est-ce que tu veux, ça arrive, hein, c'est comme ça. Non, je me demande surtout comment je vais me faire à bouffer, hein. Enfin bon. Je vais essayer de me démerder, hein, on verra bien. C'était une sacrée bonne femme. Merci d'être venu. Puis arrive le tour de sa famille, et notamment de ses petits-enfants. C'est à la vue de sa petite fille vêtue très courtement, avec un haut qui laisse apparaître fièrement un nombril percé, que le jeu de Clint tombe à ça de la finesse de jeu. Mais c'est vraiment à ça, hein. Puisque pour montrer le mécontentement de son personnage, l'acteur ne trouve rien de mieux à faire que d'imiter à la perfection les grognements de chiens. Fait-il dès qu'il n'est pas content. C'est vrai que ça accentue le mécontentement d'un personnage, ça. C'est surprenant, je te le dis, papa. Vous pourriez prendre du bon temps, jouer au golf peut-être, et Rencontrer des gens. D'ailleurs, tout le monde fait ça dans la vie, hein. Dès qu'on n'est pas content, on fait... On comprend tout de suite qu'il faut être sur ses gardes, hein. Ah, il aurait pu aboyer ou mordre, hein. Mais non, l'acteur garde tout de même une certaine mesure, hein, dans son jeu. Il fait juste... Ok. Il y a deux acteurs capables de jouer le chien à la perfection. Il y a d'un côté Alain Chabat pour son rôle de Didier, et maintenant Clint Eastwood pour Gran Torino. Bon là c'est vrai qu'il fait pas un chien, mais il imite vraiment bien. D'ailleurs, s'il y a un nouvel épisode de Beethoven, il faudrait penser à Eastwood pour incarner le Saint-Bernard. Fais attention Beethoven, hein, car Clint Eastwood pourra bien décrocher le rôle lors des prochaines aventures cinématographiques, hein. Le petit chien Saint-Mémère, il pourrait bien y passer, hein. Ah oui, attention, hein, parce qu'avec des grognements pareils, suffirait de lui mettre une petite fourrure marron et blanche, et hop, c'est parti, hein. Beethoven, espère. Donc ce personnage acariâtre, joué tout en finesse, est totalement en décalage avec le monde qui l'entoure. Il vit dans une époque qui ne lui convient pas. Tout est médiocre, rien ne va, et surtout pas ce quartier qui est envahi d'étrangers et essentiellement d'asiatiques. Ce qui est un con pour un vétéran de Corée, non? Les asiatiques, c'est de la merde, ses enfants, c'est de la merde, et ses petits-enfants, c'est de l'archi-merde, hein. C'est pas exactement la même chose, c'est... Hein, encore un peu plus en dessus.
Donc tout le monde connaît l'humeur de Papy Grognon hein, dans ce quartier. Après la cérémonie religieuse, la famille se retrouve rassemblée chez Papy pour boire un coup, comme le font les familles américaines. Manquant de chaise, Clint va aller en récupérer une nouvelle qu'il installe dans le salon. C'est alors que les parents de la petite fille percée lui soufflent d'aller aider son grand-père. Pourquoi t'aiderais pas grand-père à porter ses chaises? Moi? Allez, vas-y, chérie. Mais elle proteste. Mais pourquoi moi je veux pas y aller. Bah tiens, lui là-bas, il y a quelqu'un d'autre, il peut y aller lui. Hein? Pourquoi ce sera à moi d'y aller? Hein? Elle finit tout de même par y aller, non, sur une certaine réticence, vu qu'elle connaît déjà l'issue qu'aura sa proposition. Et ce qui devait arriver arriva. Elle se fait remballer sans ménagement par Papy Grognon. Grand-père Walt, tu veux un coup de main avec tes chaises? Non, tu viens sûrement de te peindre les ongles. Alors on reviendra d'ailleurs tout chiffonné par cet épisode. Hein, alors en reprochant à ses parents de l'avoir poussé à y aller. Non, je voulais pas. Pourquoi vous m'avez obligé à faire ça? Calme-toi, ma chérie, on va bientôt s'en aller. Suite à ça, Clint, enfin Walt, c'est le nom de son personnage, hein, on va changer, hein, on va l'appeler Walt. À partir de maintenant, souvenez-vous-en, on l'appelle Walt, hein, on a changé. Donc Walt sort de la maison, il va voir du côté de ses voisins asiatiques, qu'il critique comme d'habitude. Combien de babouins on peut caser dans une seule pièce? Puis il va dans son garage. Et là, on retrouve Miss Persing qui fume sa clope dans le garage. Alors on ne sait ni comment ni pourquoi elle est là. Hein. Et elle, qui n'osait pas demander simplement de placer des chaises dans le salon, va sans hésiter une seule seconde lui demander sa voiture Grand Torino, qui dort sous une bâche cachée dans le garage. Je savais pas que t'avais une vieille caisse si cool. Ouais. Elle était là bien avant ta naissance. Elle lui dit donc, papy, qu'est-ce que tu vas en faire une fois que tu seras crevé, ta bagnole Grand Torino? Ce serait bien si tu pouvais me la filer, hein. Écoute, moi j'ai pas de bagnole, j'ai pas de canapé, j'ai rien. Alors si tu pouvais me la donner, ça m'arrangerait drôlement. Hein. Ah bah oui, elle tente sa chance, hein, sait-on jamais. Si d'un coup l'air frais a fait du bien à papy, ça lui a peut-être remis les idées en place, hein, qui sait. Oh voilà, j'ai pris un peu d'air frais entre chez moi et le garage. Ça m'a fait le plus grand bien. Hein. Je me demande même si je vais pas donner ma bagnole à la petite fille que je peux pas blairer là. Ah, ça m'a fait cogiter là en marchant un petit peu. Je sais pas, j'ai réfléchi. Hein. C'est celle la même à qui j'ai fait tout à l'heure là. Ah ouais, c'est vrai que c'est plausible hein, ça. Hein. C'est la finesse d'écriture et la logique d'écriture ça. Ah, ça craint. Et quand il y a des situations connes dans un film, il y a aussi souvent des dialogues cons. Les deux vont de pair, l'un ne va pas sans l'autre, tout est lié. Hein. Le dialogue que sort le fils après avoir dit au revoir à Papa Grognon est pas mal dans le genre. Il dit à sa femme T'as vu comment il a regardé ma caisse? Fait chier. Faut toujours qu'il démolisse ce qui est japonais ou chinois. Et il lâche pas le morceau, même un jour de deuil. c'est vraiment pas mal niveau idiotie. Hein. Car Walt se trouve constamment de dos à la voiture de son fils. Il a juste une vue sur la portière. Je t'aurais bien aidé, pas, mais je dois raccompagner les gosses. Ils tiennent plus en place. Ah, ça va, t'as qu'à y aller. Je te téléphone d'ici quelques jours. D'accord. Donc comment le fils réussit à voir le regard accusateur de son père sur sa voiture japonaise? C'est un mystère du scénario ça encore. Hein. Ça c'est japonais ça. Ça, j'ai senti tout de suite. Ça c'est du nippon ça. Ça tu me fais pas avaler ça comme ça. Ça c'est du nippon ça. Non, c'est dégueulasse. Je veux pas l'entendre parler, c'est dégueulasse. Acheter américain, ça te tuerait. Nom de Dieu. Ce vétéran de la guerre de Corée est raciste. Il n'est pas par conviction, mais par simple ignorance. Là, c'est l'instant éclairage de lanterne du film, dans laquelle sa gentille et jeune voisine asiatique lui donne l'explication sociologique qui entoure sa famille et son peuple. Et où ça se situe, Mong? Enfin, je veux dire, Mong, c'est pareil. Ça alors? Vous êtes un homme éclairé, vous savez? Non, Hmong, c'est pas un pays, c'est un peuple. Le peuple Hmong vient de différentes régions du Laos, de Thaïlande et de Chine. Mais comment vous avez fini par atterrir dans mon quartier et pourquoi vous voulez y rester? C'est à cause du Vietnam. On s'est battu à vos côtés et quand les Américains sont partis, les communistes voulaient tuer tous les Hmong. Alors on est venu ici. Ouais.
Et voilà comment, en moins d'une minute, on nous explique avec de gros sabots la situation d'un peuple. C'est grossier, hein, ça oui, pour être grossier, c'est grossier. Mais ça a le mérite d'expliquer d'une façon très raccourcie les situations. Avec de gros sabots, certes, mais ça explique tout. Alors, de toute façon, c'est pour les Américains, alors. Bah dis donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pas gentil, ça. Tu prends les Américains pour des cons, ou quoi? Ah bah écoute, je sais pas, moi, hein, c'est pas moi qui ai fait le film, hein. Faut demander, hein. Tu t'écris une lettre, Monsieur Eastwood, sèche-chemin des États-Unis, et tu vas voir ce que ça dit, hein. Peut-être que non, c'est peut-être normal. La neige recouvre tout au moins 6 mois de l'année. Qu'est-ce que vient foutre un peuple de la jungle au fin fond de la toundra glacée? Des montagnes. On est un peuple des montagnes et surtout pas de la jungle. Bouga bouga bouga. Walt a fait 3 ans de guerre en Corée, mais il ne connaît ni aucun plat asiatique, ni alcool de riz. Ça paraît peu probable, hein, mais bon, admettons que ce soit le cas. Encore une fois, il peut compter sur sa jeune voisine pour lui faire découvrir toutes ces nouvelles saveurs d'Asie qui lui étaient inconnues jusqu'alors. Fantastique, vous êtes toutes de vraies merveilles. Tous ces machins sont délicieux. Ah. C'est par la vente que Walt va commencer à apprécier ses voisins. Enfin, à ce moment-là, il est encore dans la balance, hein, entre appréciation et dégoût qu'il habite pour des faces de citron. Et il les appelle comme ça, lui. Petite cour, face de nem, je sais exactement de quoi je parle. D'ailleurs, quelques temps après cette scène, Walt se rend dans son cabinet médical, dans lequel il est entouré d'étrangers. Hein, dans la salle d'attente, il y en a un à droite, un à gauche, un au milieu. Il n'y a que ça, que des étrangers. Hein. Ouh, il sent mal. Ouh là, c'est tout juste s'il n'a pas la sueur qui coule sur le front. Hein. Et il va de mauvaise surprise en mauvaise surprise. Ah, mais comble du comble quand son médecin arrive. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah non ah, pas lui. Ah non, lui aussi, c'est devenu une face de citron. Ah, mais c'est pas possible, c'est le père jaune qui débarque aux États-Unis, là, c'est... Non? Qu'est devenu le docteur Feldman, mon médecin traitant? Le docteur Feldman a pris sa retraite il y a 3 ans. Je suis sa remplaçante. Docteur Tu. Attends, stop. Attends, ça me rappelle quelque chose, ce truc-là. Reviens en arrière. Voilà. Docteur Tu. Ah oui, c'est ça. Mais l'un des meilleurs passages reste quand Walt emmène Tao, le frère de la petite voisine sympa et accessoirement l'espèce de voleur branquignol qui a essayé de lui piquer sa voiture Grand Torino. Donc ces deux nouveaux amis vont voir le pote coiffeur de Walt. Walt et son pote coiffeur ont un jeu qui consiste à s'insulter et à être le plus désagréable possible l'un envers l'autre. Alors oui, ce genre de relation virile existe. Elle est même l'une des conditions de tournage de Jean-Pierre Mocky, qui lui aussi est un gueulard gentil. Alors, ça roule, Martin, taré de rital de mes deux. Mais que fait Eastwood avec cette scène? Il nous explique qu'être un beauf bougon n'est qu'un simple jeu. Putain de merde, je viens de faire réparer mes freins et ces fils de pute, ils me l'ont mis bien profond, ils m'ont vraiment baisé. C'est ça, faut pas insulter le gars directement. Il faut le faire à propos de gens qui sont absents. Comme ton patron, par exemple, qui t'oblige à faire des heures sup le soir de ton bowling. Exact. Ou ça fait 2 heures que ma bourgeoise me fout les boules, tout ça parce que ils ont refusé ses bons de réduction à l'épicerie du coin. Et à la minute où je veux regarder le match, elle pleurniche que je lui fais jamais la conversation. Ah mais j'ai pas compris moi, c'est pas vrai. Ah ils sont pas comme ça, c'est pas des beaufs en fait. Ah bah non, parce que tout ça ne serait finalement qu'une sorte de fraternité qui ouvrirait ses portes à qui on posséderait les codes. Et Walt initie donc le jeune Tao au code de l'Amérique beauf, qui a pleinement conscience des conneries qu'elle raconte. Parce que se plaindre en balançant des conneries de beauf, c'est juste une façon de se socialiser. Car sinon, quelle serait la raison de ces gars de parler comme ça? Ces gars savent parler sans râler, hein, sans insulter. Mais s'ils utilisent ce langage de charretier, c'est pour se reconnaître, simplement. C'est un code. Oh, je te connais, toi. Hein dis donc, je te reconnais. Tu fais partie de mon truc. Allez, viens. Il y a un problème. Viens, on cède. Hein y a plus de problème. La chose va d'ailleurs aider Tao par la suite. Car cherchant à gagner un peu d'argent, Tao va être encardé par Walt pour un travail dans le bâtiment. Bien qu'accompagné au rendez-vous par son faire-valoir Walt, qui apporte avec lui toute la garantie nécessaire, le chef de chantier éprouve une certaine réticence à embaucher un bridé. Tu parles notre langue? Oui, monsieur. T'es né ici? Bien sûr. Mais Tao va se servir de l'enseignement récemment acquis. Car il est pas con, hein, Tao, il y en a là-dedans. Hein. Faut pas... Non, pas con. Hein. Il va sortir une histoire à la con sur sa bagnole et un joint de culasse pété. J'ai vu que c'est Walt qui t'a accompagné. T'as un véhicule? Non, pas encore. Je prends le bus pour l'instant. Le bus? Nom d'un chien, t'as pas de voiture?
J'ai pété mon joint de culasse et un enfoiré de garagiste a essayé de me dépouiller de plus de 2100 $. Enfoiré, je viens de remplacer l'autoradio sur mon 4x4 et ces fils de petits m'ont bien baisé. Presque 3200 $. Ah, le chef de chantier trouve immédiatement l'intérêt pour cette histoire, dans laquelle il se retrouve pleinement. Puisque lui aussi vient de se faire entuber de la somme de 3200 $ par un garagiste pour simplement échanger un autoradio. Ah ouais, 3200 $ pour un autoradio, bah effectivement il y a un problème, hein, il s'est fait niquer. Hein. Ou alors c'est le traducteur qui a un problème avec son convertisseur d'euros. Hein. Ah, il est en panne ou je sais pas, hein, mais il y a sûrement une explication. Hein. Toujours est-il que grâce à cet épisode, le chef éprouve maintenant de la compassion pour ce petit asiatique, puisqu'il a pu observer qu'il faisait pleinement partie de la fraternité des beaufs américains. 2-3 insultes, 2-3 conneries, et hop, c'est dans la poche. Toi, c'était pas compliqué, Tao, de se faire embaucher. Hein. Suffisait simplement de parler le vrai langage de l'Amérique, nom de Dieu de bordel de merde. Tu es américain? Oui? Eh ben d'abord, faut que tu achètes le dictionnaire des gros mots américains. Ah, c'est comme ça, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Parce que sinon, t'es pas américain. Ah oui, mais moi j'ai mon passeport, moi. Ah oui. Ah mais non, non. Non, ça marche pas. Avec la face que t'as, non, c'est pas possible. Fais d'abord ce que je te dis. T'achètes le Nico. T'apprends le vrai langage de l'Amérique et tu verras qu'après ça ira beaucoup mieux. Ah ouais, c'est comme ça. C'est de cette façon que les vrais mecs se parlent entre eux. Vous êtes sûr? Quoi, t'as de la merde dans les oreilles? Bon, parlons maintenant de la mise en scène, qui elle aussi n'est pas en reste. C'est ainsi qu'après le viol de la jeune fille asiatique, Clint attendra que la caméra revienne vers lui et descende vers sa main pour lâcher son verre. On comprendra vraiment que le personnage est choqué avec ce verre lâché. Après le traumatisme vécu, Walt se retrouve chez lui, prostré dans le noir sur son fauteuil. À cet instant, quelqu'un frappe à la porte. Bien? Qui c'est? Qui peut bien venir à cette heure aussi tardive? C'est tard là quand même, non bon, moi je sais que je viendrai pas à cette heure-là, hein, mais bon. Monsieur Kowalski? Oh putain, c'est le curé pénible. Ah non, non, c'est pas possible. Ah oui, parce que depuis le début, il y a un curé qui essaye de faire venir Walt à confesse. Mais non, il veut pas l'entendre parler, lui. Ça lui plaît pas, ça, non. C'est sa femme qui a demandé au curé de venir, mais non, ça intéresse pas. Mais c'est peut-être parce que sa femme, maintenant qu'elle est morte, on en parle plus, hein. Parce qu'elle était déjà pénible de son vivant, c'est pas pour continuer à me gonfler depuis l'au-delà, hein. Non, parce que depuis le début du film, il n'en parle plus. Hein. Sa femme, pas un petit tour au cimetière, pas une fleur, rien. C'est fini. La page est tournée. Ça, tout ça, c'est derrière moi. Hein. Que voulez-vous dire? Vous le savez très bien. Bah alors, comment et pourquoi se retrouve-t-il là? C'est encore le mystère du scénario, ça. Remarque, ce prêtre fait peut-être comme Batman. Il écoute la radio de la police sur un toit d'immeuble pour jouer au justicier solitaire la nuit et apparaître quand on a besoin de lui. Enfin, encore une fois, c'est le scénario qui a besoin de ce personnage, pour faire parler Walt sur ses intentions à venir. Lors de cet entretien, on a droit à l'un des trucs préférés du cinéma pour montrer que deux personnages deviennent amis. Le curé dit... Que comptez-vous faire, monsieur Kowalski? Il entendra alors cette réplique. Appelez-moi Walt. D'accord. Que comptez-vous faire, Walt? J'en sais rien. Alors là, ils sont comme ça. Hein. Soudés forever. Hein. C'est les deux amis inséparables. Ah ouais, soudés comme ça, tu peux plus les défaire maintenant. Maintenant qu'ils sont appelés par le prénom. Il va donc aller se sacrifier pour ses jaunes amis qu'il apprécie maintenant plus que tout. Et va régler leurs problèmes définitivement. Clint ne trouve rien de mieux que d'accentuer sa mise en scène en la chargeant symboliquement une fois de plus. Une fois Walt mort, celui-ci se retrouve dans une position christique. C'est le martyr qui a donné son corps au profit des autres. Quand tu meurs, c'est vrai que t'es souvent comme ça. Hein. Souvent les bras en croix, et tout juste s'il n'a pas la tête penchée sur le côté. Hein. Et l'apparition des stigmates. J'en fais trop? Non, ça fait pas trop. Non, écoute, c'est bien. Hein. C'est bien vu, hein, ça, Clint. La mise en scène, on la comprend, on comprend le symbole. Là. Il est mort, il a donné son corps pour les autres. Non, c'est bien, c'est clair, net et précis. C'est carré, tu pouvais pas être plus carré même. À la fin du film, Tao porte fièrement la médaille de Walt. Mais t'as rien compris, mec, ou quoi? Walt t'a pourtant bien dit que la garde avait fait dégueuler. Il t'a même dit que c'est pour avoir tué les gens qu'on lui avait filé cette médaille.
qu'il avait pris soin de laisser bien au fond d'une malle qui se trouvait elle-même dans sa cave. Tu veux savoir ce que ça fait de tuer un homme, hein? Eh ben, on a envie de gerber. Voilà ce qu'on ressent, et ce qu'il y a de pire, c'est de recevoir une médaille pour avoir tué un pauvre gosse qui ne voulait que hisser le drapeau blanc. Ouais. Et toi, tu la portes fièrement sur ton cœur. Bah t'es vraiment con, mon pauvre. Car non seulement tu insultes la mémoire de ton ami Walt, mais en plus tu portes la récompense qui symbolise les meurtres commis et validés par la nation. Alors là, chapeau, hein. Bravo Tao, t'avais tout pigé là. Ah oui, ça pour être un bon film, c'est un bon film, Grand Torino. Hein. Ah bon, là vous le verrez peut-être de manière, on va peut-être le voir de manière différente, je sais pas. Bon, en tout cas, moi, je me suis bien amusé à le regarder. Et à noter tous ces petits éléments là qui m'ont plutôt amusé et qui ont fait voir le film d'un autre œil. Hein. Bon allez, on se laisse avec cette belle coupe de cheveux d'un coiffeur qui coupe des cheveux invisibles. Et voilà. Allez, à la prochaine. On verra certainement un autre film avec tout autant des qualités que celui-ci.